Hey, c'est la Team Lactée et bienvenue dans cette nouvelle Actu à l'été. Une actualité, ma foi, très intrigante et fort sympathique. Voilà, alors avant de vous en dire plus, abonnez-vous, enclenchez la petite cloche. Si vous n'avez pas le temps de regarder ma petite tête de patate kawaii, ceux qui ont l'application à pas de moi allaitement savent pourquoi je parle de ma tête de patate kawaii. Mettez des écouteurs et puis vaquez à vos occupations puisque je vais lire tout ce qui se passe à l'écran. Vous savez, souvent, en allaitement, il était une fois en allaitement une maman qui doutait un peu de sa lactation et qui, pour se rassurer, mangeait des biscuits qu'on lui avait présentés comme étant favorables à la production de lait. Mais alors, un jour, quelqu'un se demanda: « Mais enfin, ces biscuits sont-ils vraiment efficaces pour la lactation et pour la production de lait ? Ma foi, si nous menions une petite enquête ?» C'est ce qu'ont fait des chercheurs, figurez-vous, effectivement, des chercheurs étudient l'efficacité des biscuits dits de lactation sur la production de lait des personnes qui en consomment. Alors, il y a deux sources pour cet article. J'ai choisi femina.fr, mais il y en a un autre. Je vous mets les deux liens en barre d'infos. Femina.fr nous dit: les biscuits de lactation sont présentés comme des gâteaux favorisant la production de lait pendant l'allaitement. Face à une utilisation de plus en plus fréquente, des chercheurs ont souhaité savoir s'ils s'avéraient bel et bien efficaces et leurs conclusions sont sans appel. Alors, avant qu'on aille plus loin, si vous avez envie de consommer ces biscuits, quelle que soit la finalité de cet article, si vous avez envie de consommer ces biscuits, règle numéro 1, on ne consomme pas ce genre d'aliments dits galactogènes, que ce soit tisane, biscuits, etc., avant au moins 3 bonnes semaines. On laisse la lactation se mettre en place avec des informations biologiques telles que, et surtout, la succion et la demande de son bébé. Si vous consommez des aliments galactogènes avant ça, vous allez envoyer un double message à votre corps. Il aura à la fois un message biologique, chimique, biologique, dû à la succion de votre bébé et à la fréquence de sa demande, puisque je vous rappelle que l'allaitement répond à la loi de l'offre et de la demande. Et en même temps, vous allez lui envoyer un message chimique, complètement chimique, synthétique, avec des produits qui vont lui dire de produire du lait alors qu'il n'a même pas encore appris le rythme de votre enfant. Donc, règle numéro 1, on ne consomme pas d'éléments galactogènes, biscuits, tisanes, tout ce que vous voulez, granola et j'en passe, avant au moins, au minimum, 3 bonnes semaines. Règle numéro 2, se référer à la règle numéro 1. On avance. Des fois, je me fais marrer toute seule. Alors, pendant l'allaitement, le choix d'une alimentation saine et équilibrée reste primordial, dans la mesure où les besoins énergétiques et nutritifs sont accrus pour la mère. C'est pourquoi il est recommandé de compléter les repas principaux par 2 ou 3 collations réparties dans la journée. Je vous rappelle qu'un parent allaitant doit consommer 300 à 400 calories supplémentaires. Ces derniers se posent souvent des questions sur les aliments qu'elles doivent consommer et qu'ils ou elles doivent consommer et sur ceux qu'ils ou elles devraient éviter durant l'allaitement. Et l'une d'elles concerne souvent le recours à des compléments sous forme de biscuits chargés d'ingrédients comme le fenouil, l'anis, le fenugrec, les feuilles de moringa, des trucs qui ont un goût en plus infect et dégueulasse déjà. L'article nous parle d'avoir recours à des compléments. J'aimerais faire un point là-dessus. On ne fait jamais, 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 pardon, j'arrête, de supplémentation sans un avis, qu'il soit médical ou d'accompagnement. On ne se supplémente jamais à l'aveugle. Se supplémenter, ça demande d'être accompagné. D'accord ? On ne fait pas ça à l'aveugle. Jamais. Ok ? Parce que ça demande d'étudier plein de choses avant de se supplémenter. Ok ? Je pose ça là. On continue. Mais ces ingrédients spéciaux sont-ils vraiment nécessaires et surtout efficaces ? Des chercheurs ont souhaité répondre à cette question dans une étude publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition. Oh, cet accent. Il s'avère que l'équipe scientifique
a mené une étude d'1 mois sur des mères allaitant leur bébé en bonne santé dans la même tranche d'âge. Leurs découvertes n'ont révélé aucune preuve quant à des effets positifs en lien avec la consommation de ces biscuits de lactation sur la production de lait maternel. On ne nous donne pas la marque des biscuits qu'ont consommés ses parents. Je dis ça, je dis rien, mais je préfère poser la totalité de l'ensemble de la chose. On ne nous a pas dit quoi que ce soit, ok ? Trop souvent, dans le domaine de la nutrition et de l'alimentation, de fortes croyances, parfois même des conjectures bien motivées basées sur des connaissances scientifiques sont confondues avec des faits démontrés. Explique ainsi, dans un communiqué, le professeur David B. Allison, membre de l'Indiana University School of Public Health, Bloomington, et principal auteur de l'étude « Conjecturer, c'est bien, mais savoir, c'est mieux ». Je suis d'accord, monsieur. Nous apprenons à connaître les effets de la nutrition et des compléments alimentaires grâce à des essais rigoureux, randomisés et contrôlés. Après avoir mené une telle étude sur les biscuits de lactation, dont on ne sait toujours pas la marque, nous n'avons trouvé aucune preuve de leur efficacité. Cela ne signifie pas qu'il est impossible qu'un cookie de lactation affecte la production de lait maternel. Cette étude suggère que les cookies que nous avons étudiés n'ont aucun effet perceptible. La charge de la preuve semble maintenant incomber à ceux qui prétendent qu'il y a un effet. Donc en gros, eux, ils ont démontré que ça ne changeait pas grand-chose. Et ceux qui voudraient nous dire le contraire, donc toutes les personnes vendant des produits dits galactogènes, c'est à eux de fournir la preuve, de mener une étude scientifique rigoureuse, randomisée, contrôlée, pour voir s'il y a un réel effet. L'étude a suivi 176 femmes qui allaitent exclusivement des bébés de 2 mois en bonne santé, ayant accepté d'être divisées en 2 groupes. Les biscuits de lactation ne peuvent pas avoir de prétendus avantages. Un groupe a reçu des biscuits de lactation disponibles dans le commerce, à consommer quotidiennement pendant 1 mois, tandis que l'autre groupe a mangé une portion de biscuits conventionnels non conçus pour une augmentation de la lactation pendant la même période. Grâce à une étude hebdomadaire, les femmes ont rapporté la quantité de lait qu'elles produisaient après avoir suivi un protocole d'expression de lait validé à l'aide d'un tire-lait de qualité hospitalière. Sachant que les données obtenues ont été analysées à la fois par les auteurs de l'étude et par un statisticien indépendant. Ça, c'est intéressant. Donc, normalement, qui dit statisticien indépendant dit dénué de tout conflit d'intérêt. Les résultats ont montré que l'impact de la consommation de biscuits de lactation n'avait pas d'effet significatif sur la quantité de lait réellement produite ou perçue comme étant produite par les femmes allaitantes. Ça, c'est très intéressant. Ou perçue comme étant produite par les femmes allaitantes. Face à ce constat, les chercheurs affirment que les femmes désireuses de tester ces produits doivent être prudentes lorsqu'elles envisagent de se lancer, de même que pour toutes sortes de suppléments promus dans ce domaine sans pour autant bénéficier de preuves scientifiques publiées et évaluées par des pairs pour étayer ces allégations. Comme je vous l'ai dit, c'est comme que ce soit ces supplémentations-là ou tout supplément dans la vie que vous voudriez prendre, ça ne se fait pas à la légère et sans soutien, sans accompagnement. Surtout, ces derniers font également remarquer que ces biscuits de lactation peuvent contenir des calories et des sucres importants, ce qui pourrait affecter les efforts de perte de poids postpartum des mères qui le souhaitent. Des mères qui le souhaitent, attention, on n'est pas sur une injonction. Bien que je sois médecin et scientifique en nutrition spécialisée dans la nutrition précoce, je me souviens encore à quel point l'allaitement était difficile pour moi avec mes deux enfants, ajoute la co-auteure de l'étude Anna M. Palaccio, je pense. Professeure adjointe au sein du département de la politique de santé et de la santé communautaire de... Non, là les gars, faut arrêter avec moi. Jianping Su College of Public Health de la Georgia, bon bref, de la Géorgie, machin, là-bas. Trop compliqué à un moment donné. Cette étude met en évidence que les biscuits de lactation, qui prennent des sucres ajoutés et des graisses saturées, peuvent ne pas avoir les prétendus avantages d'augmenter la lactation. Leur achat peut entraîner un coût inutile et avoir des implications supplémentaires comme limiter la perte de poids après la grossesse et réduire la consommation d'aliments plus sains.
Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre quels aliments et nutriments peuvent le mieux contribuer à augmenter la production de lait dans, dans diverses populations, conclut-elle. Alors, on va passer au galactogogue après. J'aimerais faire un petit point ici, en revenant sur 2-3 choses. Premièrement, l'étude semble s'être portée sur des biscuits qu'on trouve dans le commerce. Mais au final, ça revient à peu près pour tout ce qu'on va vous vendre. Regardez la composition. Si le premier aliment, c'est du sucre et de l'huile, peu importe, hein, même si c'est une huile de coco, même si c'est... Mais si les premiers éléments, c'est c'est du sucre, de l'huile, et puis après, vous avez 1% de moringa, 2% de fenouil, 3% de... C'est une miette. Il vaut mieux, dans ces cas-là, j'ai envie de dire, presque acheter des gélules de fenugrec directement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que finalement, ce que vous allez trouver dans ces suppléments, dans ces biscuits, dans ces tisanes, dans ces machins, bah, c'est léger, quoi. C'est très, très léger. Au niveau de tout ce qui est biscuiterie ou tout ce qui est alimentairement mâchable, hors tisane, en gros, ou hors boisson, faites attention à la composition. Faites attention aussi, par exemple, je pense aux mamans qui font des mycoses ou des candidoses à répétition. Ce genre de support supplémentaire-là, donc tout ce qui est mâchable en termes de biscuiterie, granola, barres, etc., souvent, il y a beaucoup de sucre, et donc qui dit beaucoup de sucre dit que le candidat albicans se régale. Il y a parfois aussi certains produits dits galactogènes qui sont dits sans gluten, mais qui vont avoir par exemple du psyllium dedans. Le psyllium, c'est un champignon. Le candidat albicans adore les champignons. Donc, si vous êtes sujette aux candidoses ou aux choses comme ça, c'est pas forcément des aliments vers lesquels il faut se tourner, d'accord? Dans ce cas-là, il vaut mieux vous acheter, je sais pas moi, des gélules de fenouil, mais vraiment des gélules de fenouil, ou manger un fenouil, mangez-le. Enfin, je veux dire, pourquoi le prendre dans un biscuit? Mangez-le. Faites-vous du fenouil braisé, une salade de fenouil, enfin, je sais pas, voilà. L'anis, faites-en vous, je sais pas, vous le saupoudrez sur quelque chose. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il faut presque, parfois, il vaut mieux parfois manger l'élément en lui-même plutôt que d'aller en rechercher les effets dans un truc qui est transformé, où il y a peut-être beaucoup de sucre, beaucoup de gras qui ne sont pas forcément nécessaires à notre alimentation sur le moment. Pour ce qui est de tout ce qui est liquide, tisane, smoothie, et encore que le smoothie, si vous le faites, par exemple, je sais pas, vous faites un smoothie épinard-fenouil, bon, là vous avez le fenouil en direct. Mais pour tout ce qui est boisson, rappelez-vous que c'est quelque chose qui demande du temps. J'en veux pour exemple quand vous prenez des tisanes pour aider à vos menstruations. Eh bien, souvent, il faut commencer cette tisane pendant votre période de SPM, syndrome prémenstruel. C'est-à-dire, parfois, jusqu'à 15 jours avant votre cycle, avant que vous ayez vos premiers saignements. Tout simplement parce que c'est quelque chose qui demande du temps. En plus, quelque chose que quand on s'intéresse un peu à la naturopathie, quelque chose que l'on apprend en naturopathie, c'est que les changements demandent du temps. Pour voir de réels effets sur une supplémentation, quand bien même ce serait une supplémentation de qualité, je sais pas, admettons, je dis n'importe quoi, magnésium. Une supplémentation de magnésium, ça pourrait être l'iode, ça pourrait être le zinc, ça pourrait être la vitamine D, ce que vous voulez, le fer, voilà. On dit qu'il faut minimum 3 mois au corps pour enregistrer l'information. Ça veut dire que si vous souhaitez manger des éléments dits galactogènes, tisane, biscuits, granola, cake, bar, tout ce que vous voulez, ben ça va pas être magique. C'est pas j'en mange 3 par jour pendant une semaine et la semaine d'après, j'ai du lait à foison. C'est quelque chose qui va mettre beaucoup de temps. Et si vous voulez vraiment vous dire, ok, je veux absolument faire attention à mon alimentation, nanana. Dans ce cas-là, adoptez une alimentation qui va être plutôt favorisante pour la lactation, c'est-à-dire une alimentation qui va être énergisante. En réalité, ce qui se passe quand vous mangez ce genre de biscuits, il y a un premier effet qui est totalement psychologique. Je mange un truc qui va booster ma lactation. Waouh, je vais avoir plein de lait. D'ailleurs, il l'a dit sur les effets, hein, le ressenti. Donc, waouh, ça va booster ma lactation, etc. Et puis, finalement, il y a le côté... qu'est-ce que je voulais dire? Il y a le côté psychologique. Et, mince, je sais plus quelle était ma deuxième idée. Et,
Et il y a l'effet sur le long terme. Donc, je sais plus si c'est cohérent ce que je veux dire. Je suis désolée. En fait, il y a le voisin qui passe son autofil et du coup, ça me perturbe complètement dans mon idée. Mais du coup, je sais plus où je voulais en venir. C'est pas grave. Ceci dit, voilà, il y a l'effet psychologique de la réflexion galactique. Ah oui, voilà. Et c'était ça, mon idée. Pardon. Excusez-moi, je me suis égarée, mais la revoilà. C'est que bien souvent, on mange ça pensant booster notre lactation parce que ça fait partie de notre alimentation. En réalité, si vous avez une alimentation qui est équilibrée, mais surtout une alimentation qui est énergisante, ça c'est quelque chose que vous pouvez travailler avec une diététicienne ou une naturopathe. Si vous avez une alimentation énergisante, en fait qui va soutenir votre état général, votre fatigue, votre niveau de stress, votre énergie générale, ça, c'est quelque chose qui est soutenant pour la lactation. Sans parler de prendre des allaitements, des aliments ou des éléments à proprement galactogènes, le fait de vous reposer, de vous hydrater et de manger une alimentation énergisante, tout ça, ça va contribuer en soi à maintenir la lactation. Parce que ce qui va impacter la lactation, c'est le stress, la fatigue, la déshydratation. Tout ça, ça va entraîner des effets secondaires, des maux de tête, des migraines, des nausées, un état de fatigue générale qui font que notre corps, il se dit « Waouh, je suis en état d'alerte, moi je dois prioriser, donc je priorise qu'on reste en vie et tant pis, je produis un petit peu moins de lait parce que ça me demande trop d'efforts. » Donc en réalité, c'est pas tant les aliments, là en l'occurrence galactogènes, qui vont faire des miracles, que plutôt une espèce d'hygiène de vie quotidienne avec une alimentation la plus énergisante possible, dans laquelle vous pouvez tout à fait glisser des petits éléments galactogènes. Vous faire des energy balls à base de dattes, les dattes c'est galactogène, vous mangez un petit biscuit de lactation, même si on a bien vu que, bon, scientifiquement, ça n'a pas l'air d'apporter grand-chose, mais c'est pas grave, ça vous fait du bien au moral. Boire une tisane, etc. Mais ça doit faire partie d'un tout général d'une alimentation et d'une hygiène de vie qui prend soin de vous. Et donc, si vous prenez soin de vous, de votre fatigue, de votre taux de stress, etc., ça va favoriser l'allaitement. Ça va être bénéfique pour votre lactation. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous m'avez bien suivi jusque-là ou pas. Je termine l'article. Allaitement, des galactogogues peuvent être prescrits. Alors les galactogogues, on parle de galactogogues quand on parle de l'ensemble des éléments galactogènes. On parle ce qui peut être galactogogue, c'est la succion de bébé. La succion de bébé est un excellent galactogogue. L'alimentation, l'expression de lait, des supplémentations peut-être un peu plus médicalisées, etc. Ça, c'est des galactogogues. À noter que les biscuits de lactation sont nommés ainsi parce qu'ils contiennent des galactogogues, soit des substances qui induisent ou augmentent la sécrétion lactée, telles que la farine d'avoine, la levure de bière. La levure de bière, particulièrement si vous faites des candidoses et des mycoses à répétition, surtout on oublie, on s'éloigne de ce truc-là. Et la farine de graines de lin, il y en a encore plein d'autres. Pour rappel, la glande mammaire est constituée de 10 à 20 lobes subdivisés en lobules. Donc nous avons dans le sein, là, à l'intérieur de ce sein, nous avons des grosses grappes à l'intérieur desquelles il y a plein de petites grappes, d'accord? Et ça, c'est les lobes et les lobules. Je vais y arriver. Qui se composent d'alvéoles bordées d'une couche de cellules épithéliales sécrétantes, reposant sur des cellules myoépithéliales à activité contractile. Ok. Ça, si vous voulez comprendre à peu près ce qu'ils viennent de dire, vous allez sur mon feed Instagram, vous avez un réel qui est sur fond violet où on voit la coupe du sein et on voit comment fonctionnent justement les lobules et les lobes et les lobules et la contraction comme ça des cellules myoépithéliales pour envoyer le lait. Les alvéoles sont groupées autour d'un canal alvéolaire qui va se drainer dans un canal lobulaire. Ceux-ci se réunissent en canaux galactophores qui convergent vers le mamelon. Encore une fois, je vous invite à regarder cette vidéo sur mon feed Instagram, ce sera plus simple. À ce sujet, la Leche League France soutient que l'utilisation de galactogogues pour augmenter la production lactée devrait être réservée aux situations dans lesquelles une évaluation soigneuse n'a pas trouvé de cause que l'on pourrait traiter. Hypothyroïdie, médicaments, chirurgie mammaire, et lorsqu'une augmentation de la fréquence des tétés ou expression de lait n'a pas permis d'obtenir un résultat. Donc encore une fois, on ne fait pas de supplémentation sans supervision. L'organisme estime qu'il est donc indispensable d'effectuer une évaluation complète du déroulement de l'allaitement, oui, séparation mère-enfant, fréquence des tétés ou des séances d'expression de lait, complément éventuellement donné
complément éventuellement donné, efficacité de l'enfant au sein, etc. Donc il y a une vraie évaluation avant d'envisager des supplémentations. Et de mettre en œuvre les mesures destinées à remédier aux éventuels problèmes constatés. Il atteste en outre que l'option la plus documentée concerne certains médicaments qui font office de galactogène, mais c'est de la responsabilité du médecin ou du professionnel de santé, sage-femme, etc., de les prescrire. En outre, seule une utilisation à court terme, 1 à 3 semaines, a été évaluée pour certaines de ces substances, indique-t-il. Et moi, je vous ai dit, parfois, il faut jusqu'à 3 mois. Cependant, cela ne veut pas dire que ces aliments utilisés dans ces biscuits ne sont pas en eux-mêmes bénéfiques pour les mères qui allaitent, comme l'affirme Molly Peterson, consultante en lactation certifiée. L'avoine est une bonne source de fer. Alors l'avoine c'est bien, mais si vous ne souffrez pas de candidose chronique, si vous n'avez pas besoin d'avoir une alimentation anti-inflammatoire, encore une fois. De fibres, de zinc, de magnésium, des micronutriments importants pour maintenir une alimentation saine. L'allaitement est une période où le fer est faible chez la femme, de sorte que l'avoine aide à compléter cette perte. Alors, l'avoine à lui seul ne complétera jamais une perte en fer, les gars. Non. Pour faire de l'anémie, je suis bien placée pour le dire. Donc non, l'avoine à lui seul ne suffit pas. C'est pour ça que c'est intéressant de faire des bilans. Faites des bilans de vos réserves avec une naturopathe ou une diététicienne. Nul besoin de manger des aliments spéciaux ni d'avoir une alimentation parfaite. Non, tant qu'elle est énergisante. Un autre exemple concerne la levure de bière qui constitue une bonne source de vitamine B. Oui, alors à fuir, je répète, si vous avez des candidoses chroniques, à fuir, est important pour la mère pendant la période d'allaitement. Mais Molly Peterson fait surtout remarquer que la meilleure façon de produire plus de lait est de se concentrer sur sa poitrine. Les galactogogues peuvent donner à certaines mères le coup de pouce dont elles ont besoin, mais la meilleure façon consiste à allaiter régulièrement. Il n'y a pas meilleur galactogogue que la succion d'un bébé, c'est clair. À favoriser la compression mammaire et à procéder à des tétées ou des séances de pompage régulières. Alors des séances d'expression, s'il vous plaît, régulières. Si vous continuez à prélever du lait et à stimuler les seins, le processus naturel du corps prendront le relais et vous en produirez davantage. C'est la règle de l'offre et de la demande. Et si cela ne fonctionne pas et que vous éprouvez toujours des difficultés, assurez-vous de consulter votre médecin ou votre professionnel de santé formé en allaitement qui pourra vous aider à résoudre le problème, recommande-t-elle. Le constat est le même pour l'application qui précise que la production de lait fonctionne selon le principe de l'offre et de la demande. Si votre bébé tète souvent et de manière efficace, vos seins produiront plus de lait. Quant à l'alimentation en elle-même, pendant cette période, le réseau Naissance affirme qu'il suffit d'avoir une alimentation équilibrée, je l'ai dit. Il est conseillé de ne faire aucun régime pendant l'allaitement, sauf avis médical, c'est pareil. Un apport d'environ 2000 calories par jour serait correct. Certains aliments ingérés par la mère peuvent cependant changer le goût du lait. La mère peut faire le lien, mais c'est aussi un apprentissage du goût. La mère doit boire selon sa soif, pas forcément plus. Boire plus ne fait pas produire plus. En clair, il n'existe pas d'aliment particulier que la mère devrait manger ou éviter, même si souvent on pense que tel est le cas. Et ce d'autant que les conseils ou interdictions en la matière, mange cela, évite cela, peut nuire car cela empêche la mère de choisir un régime équilibré ou la décourage d'allaiter. Une alimentation diversifiée est donc le meilleur conseil en la matière, accompagné de certaines recommandations comme boire au minimum 2 litres d'eau par jour, manger des produits riches en fibres alimentaires, consommer chaque jour 2 à 3 portions de Je peux pas lire cette phrase. Je peux pas la lire. À ce stade, si vous voulez aller la lire sur votre écran, allez la lire, mais moi je ne peux pas la lire. Évitez l'alcool ainsi que les boissons contenant de la caféine et du sucre. À qui profite le crime? Rappelez-moi le nom de cette personne et le réseau Naissance. Ils ont des conflits d'intérêts, eux, non? Ça fait beaucoup, hein. Excusez-moi, je bug quand même. Consommer chaque jour 3 à 4 portions de produits laitiers. Je l'ai lu, je l'ai dit. Mais alors, elle me fait mal au... Hein? Bref,
Renseignez-vous sur la consommation de produits laitiers. Hein. Ça fait un petit moment qu'on est déjà en vidéo. Mais vous voyez bien à ma tête et à ma réflexion que je ne suis pas d'accord sur ce fait. Je vous invite donc à faire vos recherches, à vous rapprocher de diététicienne ou de naturopathe afin de faire le point sur ce sujet. Voilà, sinon on va y passer encore une vidéo d'1 heure. Voilà. Bref, sur ce, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est chez vous. Voilà. Est-ce que vous avez déjà eu recours à des éléments galactogènes? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous croyez fermement? Est-ce que vous avez vraiment vu une vraie différence chez vous? Moi, j'y ai eu recours, effectivement, mais plutôt dans le cadre d'une alimentation, mine de rien, où je cherchais un peu d'énergie. Je cherchais un peu d'énergie et je cherchais des petits snacks aussi un peu gourmands. Faut pas se mytho, hein. Je cherchais des petits snacks un peu gourmands pour le goûter que je pouvais ajouter à mon petit goûter avec mon petit fruit, etc. Donc j'ai déjà eu recours à ce genre d'éléments. Par contre, effectivement, moi, à titre personnel, j'ai jamais vu de différence flagrante. Franchement, j'ai jamais vu de différence flagrante. Et maintenant que je suis obligée de surveiller ce que je mange avec ma candidose chronique, effectivement, je m'aperçois que beaucoup sont composés aussi d'éléments inflammatoires. Donc, c'est pas toujours évident de trouver quelque chose qui nous corresponde. Qui me correspondent en tout cas. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il en a été de votre côté. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée née. Ceux qui ont l'application A pas de moi allaitement, vous savez pourquoi je dis ça. Bonne journée née à vous. Et sinon, je vous souhaite une belle Voie lactée et je vous dis à demain pour une nouvelle actualité. Allez, ciao!